Bonjour Fabrice, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur Health Tech in Progress. Et si je ne me trompe pas, aujourd'hui, on va parler de Orixa, on va parler même particulièrement de respiration liquidienne. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, nous raconter un petit peu qui tu es, ton parcours? Et je crois que tu as eu un parcours assez riche avant d'en arriver à Orixa. Oui, bonjour Mariadec, ben, merci de m'inviter. Donc Fabrice, j'ai aujourd'hui 53 ans. Ça fait une trentaine d'années que je suis tombé un peu par hasard, par le biais d'un premier job assez magique dans la potion des sciences de la vie, du domaine de la santé, de la thérapeutique. J'ai un profil école de commerce, et mon premier vrai job en fait a été dans un laboratoire pharmaceutique français de développer leur activité sur la zone de l'ex-URSS et des Pays-Baltes, donc ce qu'on appelait la CEI dans les années 90. Cela ne nous rajeunit pas, mais c'est une période historique de cette région du monde dont on parle beaucoup en ce moment, malheureusement, dans lequel ben, voilà, j'ai monté un réseau, j'étais responsable export pour ce labo, et donc j'ai monté un réseau de vente, marketing, promotion médicale, plus d'une centaine de personnes, avec des Russes, des Ukrainiens, des Baltes, des Kazakhs, des Ouzbeks, des Bélarusses. Et on a travaillé tous ensemble en équipe, sans problème de nationalité à l'époque, pour développer l'activité d'Ipsen dans ces pays-là pendant 6 ans. Et Et d'ailleurs, si je me trompe pas, c'est parce que ça fait écho ta présentation à celle de Julien Delpech, et il me semble que tu l'as connu aussi là-bas, absolument. qui est passé sur le podcast évidemment dans l'épisode Ju- 20. Julien m'a précédé sur ton podcast, mais chez Ipsen, c'est moi qui l'ai précédé. Ok. Et en fait, ouais, il a été, on l'a embauché comme VSN, à Ok. l'époque, c'est l'équivalent du VIE aujourd'hui, pour Ipsen à Moscou. Et donc, on a travaillé ensemble pendant plusieurs années avec Julien, puis on s'est recroisés à de nombreuses occasions par la suite, notamment pour Invivox. Ok, bon, on aura le temps d'en dire deux, trois mots, d'en dire deux, trois mots après. Voilà, donc j'ai commencé là-dedans, je suis tombé dans cette potion de la santé, alors que j'ai pas de background, j'avais pas d'appétit particulier, on n'a pas de médecin ni de dentiste dans la famille, mais voilà, c'est un domaine qui m'a vraiment intéressé, qui m'a fasciné. J'avais l'impression de m'endormir le soir un peu moins bête que je ne l'étais en me levant le matin, grâce aux échanges avec des médecins, avec des pharmaciens, en échangeant aussi avec les patients. Et donc depuis ça fait 30 ans que je suis dans ce domaine-là. Euh, je suis passé ensuite par les États-Unis. Donc j'ai fait le grand saut de l'Est à l'Ouest entre 99 et 2004 pour m'établir avec ma famille à Boston, Ok. reprendre des études et puis travailler en tant que consultant. T'as repris des études quand t'étais à Boston? Ouais, j'ai fait un Ok. MBA parce que bon, mes 3 années à l'ESSEC quand j'avais 20 ans, C'était un j'ai peu fait loin. beaucoup de choses, mais j'ai pas beaucoup étudié. Bah, ça sert à ça aussi, les études, hein. Ça sert justement à créer à construire ta vie, construire ton réseau pour plus tard aussi. Exactement, exactement. C'était exactement ça. Et donc là, j'ai fait un MBA au MIT Ok. à Boston. Et là, c'était un peu plus sérieux, on va dire, de mon côté en tout cas. Puis même le niveau aussi de l'enseignement était quand même à un autre niveau, il faut le reconnaître. Et ensuite, je me disais que j'allais peut-être évoluer vers l'Internet, parce que c'était 99-2000, donc c'était juste avant que la bulle de l'Internet explose. Mais bon, je me suis rendu compte que finalement, je préférais la santé je préférais les médecins aux geeks, on va Ok. dire, pour faire simple. Je trouvais ça plus intéressant. Et donc, j'ai continué dans le domaine de la santé. J'ai fait un peu de conseil pendant 3 ans à Boston pour des entreprises, des boîtes de biotech, des grosses des sociétés de pharma. Et ensuite, le démon de l'entrepreneuriat m'a repris parce que bon, chez Ipsen, c'était très entrepreneurial, même si j'avais le luxe d'avoir un employeur qui payait les feuilles de, Ok. les feuilles de salaire à la fin du mois, quoi qu'il arrive. Bah, c'est ce qu'on dit généralement, si je me trompe pas, il y en a beaucoup qui conseillent de commencer un peu l'entrepreneuriat par le salariat parce que justement, c'est pas toi qui prends le risque, c'est ton patron qui prend le risque. Quand on peut le faire, c'est une bonne école. Quand on peut le faire, c'est une bonne école. Et voilà. Alors, moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Et en effet, Ok. c'est vrai que j'avais énormément de liberté d'action avec mon équipe pour développer l'activité. Mais je pouvais m'appuyer sur une structure, bon, pour payer des salaires, pour avoir des gens en affaires réglementaires, pour avoir des dossiers d'enregistrement, pour avoir des produits qui étaient déjà commercialisés en Europe et qu'on commençait à commercialiser en Russie et dans ces autres pays. Donc,
Ouais, C'est vrai que c'est plus confortable. comprendre le marché avant même de, voilà, de prendre le risque toi-même, quoi. Exactement, OK. exactement. Voilà. Mais bon, il y a des moments où il faut se lancer et puis bon, j'ai décidé de me lancer en 2004. On est rentré en France, on est rentré à Lyon avec ma famille et un ami, que j'avais connu en Ukraine, Laurent Viviani, m'a embarqué dans une aventure, entrepreneuriale là, pur jus, pur sucre, avec les laboratoires Narval et OK. pour, heu, pour lancer, enfin pour développer cette orthèse, lyonnaise inventée par notre troisième associé, Ludovic Baratier, heu et en faire un produit, reconnu, C'était quoi dans du le coup domaine. pour parce que du coup ça va m'intéresser aussi de connaître un peu le parcours que tu as eu avant Orixa pour te poser des questions justement sur les enseignements que tu as pu en tirer. Donc du coup, c'était quoi cette boîte? Qu'est-ce que vous avez développé? Et puis peut-être, ouais, les apprentissages, majeurs que tu pu en sortir? Alors avec ça a été ma vraie première aventure entrepreneuriale, hein, sans filet, donc D'accord. forcément, ça 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 secoue. Surtout que je revenais des États-Unis après 5 ans aux États-Unis, où, en fait, bah, les startups à l'époque, c'était, enfin, Oui, ça allait tout le très vite, monde, quoi. voilà, tout le monde pensait start-up, tout le monde était ouvert aux startups. En arrivant en France en 2004, là, on n'était vraiment pas la startup nation à l'époque, hein. Je me rappelle de discussions avec des médecins, des patrons de services, parce qu'on faisait une orthèse euh, pour le traitement de l'apnée du sommeil. Donc, on discutait avec des pneumologues, avec des somnologues. Et je me rappelle de certaines discussions qui étaient, en tant que start-upper, entrepreneur, on était perçus comme, je sais pas, comme des soit complètement farfelus, soit légèrement cupides, soit complètement manipulateurs. OK. Et c'est vrai que ça a été le choc culturel a vraiment été dur, hein. En 2004-2005, quand avec Laurent et Ludovic, on a commencé Narval. On a eu quelques believers, quelques early believers qui, comme le docteur Navaille à la Croix-Rousse, qui ont vu l'intérêt tout de suite, mais la plupart des pneumologues, des patrons de services qui s'occupent d'adapter du sommeil à l'époque, ils nous disaient, mais ils nous prenaient vraiment pour des margoulins. OK. Voilà. Après, Donc vous enfin, avez je poussé pense, justement cette 1re boîte, vous l'avez poussée jusqu'à quel niveau? donc c'était une aventure d'un peu plus de 5 ans, et donc euh, on a réussi à obtenir enfin, le phénomène déclenchant là où on a passé vraiment une vitesse supérieure. C'était en fin 2008 quand on a obtenu, pardon, l'enregistrement de notre orthèse en nom de marque à la LPPR, donc à la liste des produits et prestations remboursables. Et ça, c'était un gros effort qu'on a fait pendant 3 ans avec une étude clinique, avec des dossiers qu'on a déposés auprès des autorités de santé. Et personne n'y croyait, sauf nous, parce qu'on n'avait pas le choix. De toute façon, soit on Oui, y arrivait, soit par on votre savait part, ouais. qu'on pliait la boîte. On n'arriverait jamais à décoller. Et à ce moment-là, en 2008, là, bah, du coup, ça c'est très marrant quand même. Tous ces mêmes patrons ou tous ces mêmes médecins qui disaient mais votre truc ça sert à rien parce que de toute façon c'est même pas remboursé par la Sécu, ça prouve que ça vaut rien, etc. Bah, du jour au lendemain, ils nous ont dit mais pourquoi vous n'êtes pas venu nous voir plus vite? Enfin, c'est toujours s'ils ne gueulait pas à nouveau, mais là de ne pas avoir été assez proactif. Donc Bah, c'était on dit toujours que quand on réussit, tout paraît évident. ouais, ouais, tout paraît évident. Ouais, et puis il y a un côté très binaire en fait. Alors c'est pas le cas de tout le monde, hein, faut pas, je mets évidemment pas tout le monde dans le même sac, mais c'est vrai que notamment en médecine de ville, bon, ça se comprend parce que les médecins ont peu de temps pour analyser, et même en médecine hospitalo-universitaire, pardon. C'est vrai qu'on se dit des fois, ben, en fait, finalement, qu'on ait le remboursement ou pas, le produit, c'est le même, quoi. Ouais. Après, bon, il y a une notion de prise en charge pour le patient, mais enfin, c'est pas pour ça que le produit il est mauvais avant le remboursement et qui magiquement il devient bon du jour au lendemain. Bref. Bon, donc ça a été un cap important. En même temps, on avait lancé un gros projet industriel, de développement technologique et industriel avec des Québécois, pour faire que cette orthèse, elle puisse être fabriquée par des outils de 4CAM, donc de conception, fabrication assistée par ordinateur. Et bon, les deux ont convergé. À ce moment-là, on est devenu l'acteur incontournable un peu en France et un peu en Europe là-dessus. Et on a pu s'adosser. On a fait une acquisition. Enfin, c'est plutôt ResMed qui a acquis la société et qui a D'accord. permis d'ouvrir un troisième chapitre. Il y a eu un premier chapitre qui a été assez long, de 3-4 ans, qu'on a galéré
avant d'obtenir le remboursement. Ok. Un chapitre d'1 an et demi où, avec le remboursement et le 4CAM, leur test 4CAM, on a vraiment été perçus comme les leaders du marché et donc on a pris 80% du marché très rapidement. Les ventes ont bien décollé et puis, mais ça, c'était pour la France et après, il y avait le challenge d'aller hors de France. Toujours intéressant donc quand on a une invention de se dire: «Bon, ben, ça peut servir aux patients en France, mais ça peut aussi pas servir Un à petit plein peu d'autres ailleurs. patients». Et puis accessoirement, ça peut ramener des jobs en France de faire de l'exportation. Et donc là, avec ResMed, il y a une troisième étape qui s'est ouverte où ils avaient des réseaux de vente, des réseaux d'affaires réglementaires dans tous les pays, dans tous les grands pays du monde et dans tous les grands marchés de l'apnée du sommeil. D'accord. Et donc voilà, la troisième étape s'est ouverte en 2010 avec la puissance de feu de ResMed pour porter l'orthèse Narval, qui fait toujours partie du catalogue ResMed, hein, qu'ils ont lancé en Scandinavie, en Allemagne, aux États-Unis, à partir de 2010. D'accord. Et donc, vous avez fini au total avec. Vous étiez combien dans vos équipes? Quand on s'est fait racheter en 2010, on était une trentaine de personnes. D'accord. Ah oui, en fait, tu vois, une belle boîte. Parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que vous avez co-créé le produit avec les laboratoires Narval ou c'est le produit qui s'appelle Narval? C'est ça que j'ai peut-être pas saisi. Donc, le laboratoire Narval, c'est nous, hein, nous trois, on a créé le D'accord. laboratoire Ok. Narval avec Ludovic et Laurent. Donc, c'est notre boîte Ok. D'accord. qu'on a créée. Et l'orthèse, voilà, par analogie, s'appelait l'orthèse Narval. Et donc, aujourd'hui, évidemment, les laboratoires Narval n'existent plus, ils ont été rachetés par ResMed. Mais l'orthèse Narval reste dans le portfolio du groupe ResMed. Et pourquoi tu disais que c'était une aventure un petit peu avec filet? Tu l'as comparé avec Orixa qui est aujourd'hui, tu disais, ta vraie aventure sans filet. C'était quand même une aventure sans filet, j'ai l'impression. Ah oui, oui, à l'époque, pardon, oui, non, j'ai pas peut-être, je me suis, ma langue a fait non, 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 justement, c'était ma première aventure sans filet, contrairement à Ibsen où justement, Ah oui, c'était d'accord, ok. avec filet. Donc ouais, non, non, c'est bien ça, on est bien d'accord. Oui, oui, c'était vraiment sans filet, surtout qu'on a déboulé au 1er juin avec ma femme et 3 enfants en bas âge et on a dû s'inscrire à la CMU parce Ok. qu'on avait évidemment pas de droit au chômage, vu qu'on avait bossé pendant 5 ans aux États-Unis. Et donc on arrivait, heureusement, Laurent Viviani nous a accueillis chez lui pendant 1 mois et demi pour le temps qu'on retombe un peu sur nos pattes. Donc c'était vraiment sans filet. Ouais. Ok, trop bien. Et justement, là, ce qui va intéresser vraiment les auditeurs, avant de parler évidemment après de Orixa, etc., c'est qu'est-ce que tu en as retiré? Quel est le plus gros enseignement, que ça soit peut-être négatif ou positif? Ou les deux d'ailleurs. Euh, non, ce que j'en ai retiré, euh, c'est qu'il faut, enfin voilà, faut avoir une vision, faut vraiment croire en son équipe et en sa solution, même si la solution elle peut évoluer avec le temps, hein, mais en son projet au départ et envers contre tous, parce que forcément, quand on fait bouger les lignes, quand on veut imposer quelque chose de radicalement différent, alors moi j'aime bien l'innovation de rupture, c'est mon tropisme, et ben ça va prendre du temps. Il va y avoir, on va essuyer 9 portes fermées ou 9 portes qui se referment sur nos doigts avant d'en avoir une qui s'ouvre vraiment. Donc voilà, faut avoir le cœur bien accroché, avoir une vraie vision de ce qu'on veut faire. Euh, euh, et cette vision, c'est pas l'argent, quoi. Je veux dire, si on crée Oui. une start-up pour l'argent, on a tout faux, quoi. Faut aller Surtout dans la santé, oui. en plus dans la santé, mais je pense qu'il vaut mieux aller bosser dans la banque d'affaires ou dans des grands cabinets de conseil ou être dentiste. Je pense que ça rapporte plus, in fine, que d'être entrepreneur. Euh, je pense que ce qui drive et ce qui fait que finalement on peut réussir parfois envers et contre tout, c'est cette cohésion d'équipe et le fait qu'en équipe, on partage cette même vision et avoir cette soif de réussir. Ok. Encore une question qui me vient à l'esprit sur le côté entrepreneurial, parce que tu m'en as parlé justement lors d'un premier appel pour préparer cet épisode. C'est qu'il me semble que tu avais lancé après une deuxième boîte et qui, elle, a fait le chemin un peu inverse, qui s'est pas très bien passé. Donc, est-ce que pareil, tu peux nous en dire un petit mot parce que c'est des choses qu'on a finalement assez rarement sur le podcast. Mmh. Finalement, on a toujours des aventures qui sont lissées parce que quand je pose des questions, c'est raconté à l'échelle du temps, donc on a toujours l'impression que c'est linéaire, mais on n'a jamais vraiment les côtés négatifs et voilà,
qu'est-ce qui a pas marché, et cetera. Donc est-ce que tu peux pareil nous en dire un mot rapidement et même question que pour tout à l'heure, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que tu as pu en tirer justement de cette expérience, plutôt négative? Oui, bah, suite à Narval, en 2012, je suis reparti à l'aventure entrepreneuriale sans filet pour une deuxième aventure, là aussi avec 2 autres associés, grenoblois et bah, je disais voilà, ce que je disais, c'est il faut avoir le cœur bien accroché, il faut avoir une bonne équipe, il faut avoir une bonne vision de ce qu'on veut faire, mais des fois, je dirais la science n'est pas au rendez-vous ou le montant qu'on arrive à lever ne permet pas d'établir une preuve de concept suffisamment forte pour convaincre. Et donc, ça a été le cas avec Cellipse, qui était une boîte de biotech. Hein, on avait identifié une cible euh, dans un, pour traiter le cancer, pour traiter certains types de cancers, notamment les leucémies myéloïdes aiguës. Et donc, on savait que cette cible jouait un rôle dans la prolifération cancéreuse. Et donc, on a essayé de développer une petite molécule pour aller bloquer cette cible et donc empêcher stopper le cancer, empêcher la prolifération cancéreuse sur un concept assez révolutionnaire sur les microtubules. Enfin, je vais passer les détails, mais assez nouveau. Et donc, on a réussi à lever à peu près 1 million d'euros auprès de Love Money, de Business Angel. Moi, j'ai remis pas mal de l'argent que j'avais gagné sur Narval dans l'aventure Cellipse. OK. Et malheureusement, malgré tous nos efforts, efforts de mes associés, notamment Renaud Prudent, qui était mon associé et qui a été en charge de la science et de la techno, et ben on n'a pas réussi à faire des preuves de concept sur animaux suffisamment percutantes pour que des fonds de venture capital mettent 10 millions et nous permettent de passer de l'animal, de la souris à l'homme. D'accord. Donc du coup, on a fermé le labo on démarre en 2012, on a vraiment été en activité en 2013 et j'ai dû fermer le labo en 2018 et déposer le bilan dans la foulée. Donc c'est toujours un peu triste, mais bon. Ah oui, quand même, c'est une aventure qui a duré longtemps et comment tu prends la décision d'arrêter l'aventure? C'est la question, je l'ai jamais posée celle-ci, donc tu es la première à qui je la pose et puis je pense elle est très intéressante, hein. Ben, c'est pas de gaieté de cœur. En fait, on l'a prise en plusieurs étapes. Heu, mais bon, tu y es forcé par la réalité financière. C'est-à-dire Ouais, qu'à un moment, il faut si tu peux manger. plus payer, ton loyer, si tu peux plus payer les salaires, bon, c'était une petite équipe avec Cellipse, hein. On était 3 salariés plus une associée, Laurence Lafanachère, qui était elle, qui était dans son laboratoire académique. À un moment, voilà, on a dû, en début 2017, se dire: «Bon, si on voyait qu'on n'arrivait pas à lever, qu'il fallait qu'on arrête les frais en fin avril 2017. Nathalie, qui était notre technicienne, et Renaud ont réussi, donc il y avait un peu de marge devant, ils ont réussi à retrouver un autre job, donc ça c'est très bien. Et puis bon, ben, on a été hébergé par le CEA, on a expliqué au CEA ce qui nous arrivait, on a fermé les locaux, on a dénoncé le bail en anticipation forcément, mais on n'avait pas le choix. De toute façon, on n'avait pas de quoi les payer, donc il fallait mieux libérer les locaux. Et voilà, et puis on a fait ça proprement avec nos partenaires pour planter personne, notamment nos amis d'Edelris sur Lyon qui nous ont, voilà, qui ont travaillé pour développer ces molécules. Donc, ça a été c'est pas de gaieté de cœur, évidemment, mais à un moment, c'est la réalité ce qui s'impose, quoi. Faut avoir la foi, je disais, faut avoir la foi, faut y croire. Bon, mais Et quand tu y crois plus 4 ou ans, ouais. 4 ans qu'on cherchait à lever de l'argent. On a eu certains business angels, et je les remercie, qui nous ont fait confiance. Mais on savait qu'on avait besoin d'aller chercher des dizaines de millions d'euros si on voulait en faire un vrai médicament. Et ça, voilà, ça n'arrivait pas. OK, bah, peut-être que je te reposerai des questions dans la suite de l'épisode un petit peu sur ça, mais maintenant on va faire la transition sur Ixa et même avant ça, c'est vrai que je ne te l'ai pas posé parce que j'ai déroulé sans penser à cette question-là, la question totem du podcast, je ne sais plus si je t'avais prévenu, de savoir si tu as un aventurier, préféré qui t'inspire un petit peu? Parce que j'avais pas pris le temps Pour d'expliquer, donc du coup, je peux te réexpliquer. C'est que j'observe un certain parallèle entre les entrepreneurs et particulièrement les entrepreneurs dans la santé et les aventuriers. En mode, bah, on fonce tout droit, on sait pas trop où on va,
mais on y va quand même. Et puis, bah, peut-être qu'on découvre quelque chose et peut-être pas, mais il y a cet état d'esprit. Et donc, du coup, j'aime bien poser cette question de savoir s'il y a un peu un rôle modèle qui peut t'inspirer dans la vie de tous les jours, que ça soit peut-être cinématographique, que ça soit quelqu'un de réel. Ça peut être aussi évidemment d'autres entrepreneurs. Ouais, moi je prendrais l'image des alpinistes et notamment de Bonetti, qui est un grand alpiniste italien, dont j'ai lu un bouquin superbe dont je me rappelle plus. Je crois que je me rappelle plus le titre exact. Mais Bonetti, bon, c'est la génération des Maurice Herzog, etc. Mais il a ce donc c'est les gens qui ont ouvert les plus grandes voies, qui ont fait les premiers sommets de l'Himalaya, mais aussi dans les Alpes. Euh, et finalement, j'aime beaucoup cette notion de se dire que que l'entrepreneuriat, enfin créer une start-up, voilà, c'est une aventure d'alpinisme. Faut d'abord monter son camp de base. Ensuite, il y a le camp 1, il y a le camp 2. Des fois, il faut redescendre parce qu'il y a du mauvais temps. Des fois, c'est juste pas possible d'atteindre le sommet. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se rabat sur un autre sommet? On reprend une autre aventure? On change d'objectif? Euh, il y a aussi parfois le côté un peu décourageant. Ça, on l'a tous vécu en tant que randonneur du dimanche, de croire que sur une carte, de croire qu'on arrivait au sommet de sa petite randonnée. On s'aperçoit qu'on était juste au col, et que derrière le col, il fallait redescendre à nouveau et remonter parce que le sommet, il était encore à 2 heures de plus. Donc ça, c'est plus les randonneurs dimanche, c'est pas ce qui arrive à Bonetti et ses amis alpinistes professionnels. Et puis, il y a un côté de se dire, finalement, on est sujet aux éléments, on contrôle pas ce qui peut se passer, en fait. Il faut être honnête, on doit s'adapter en permanence. Euh, et on peut pas dire, voilà, j'ai décidé d'atteindre le sommet, aujourd'hui on est le 1er mai, j'ai décidé d'atteindre le sommet le 5 mai, quoi qu'il en coûte. Si on fait Oui, ça, oui, ça fonctionne pas le quoi on qu'il en coûte on est dans sûr d'échouer l'entrepreneuriat, quoi. et on meurt, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est les gens qui m'inspirent, notamment Bonetti, parce qu'il a une vision italienne assez slow food, assez slow life, plus que certains, que certains D'autres alpinistes, oui. comme Herzog qui sont beaucoup plus voilà, qui sont plus dans l'effort à tout prix et dans la conquête à tout prix. Donc voilà, donc pour moi c'est une belle inspiration. C'est Montagne d'une vie, voilà. Son bouquin c'est Montagne d'une vie D'accord. et c'est un très beau bouquin. Très belle, très belle analogie. J'aurais pas pu faire mieux, j'aurais pas pu dire mieux. Donc impeccable, on retient ça. Et donc maintenant la transition sur Orixa, parce qu'avec tout ça, avec justement avec tous les hauts, tous les bas, etc. On peut se poser évidemment la question de savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de te relancer aussitôt. Et je crois que tu as aussi peut-être une petite étape avec les débuts de Envivox. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te relancer aussitôt, déjà d'enchaîner, parce que tu les as tout enchaînées, là, les expériences entrepreneuriales après être revenu des États-Unis. Donc voilà, qu'est-ce qui t'a motivé et ensuite, qu'est-ce que c'est Orixa? Ouais, enfin, oui, j'ai fait il y a une période entre la fin de Célib et le début d'Orexa, où notamment j'ai filé un coup de main à Julien à Point de Vivox sur les aspects financiers. J'ai travaillé sur un incubateur, un projet d'un incubateur accélérateur sur Lyon. Mais in fine, je crois que le- comment dire, le- l'appel du défi entrepreneurial où on part, alors on part pas d'une feuille blanche parce qu'avec ça, il y a toute un socle technologique extrêmement fort qui m'a séduit, sur lequel ont travaillé mes associés pendant une dizaine d'années. Donc voilà, on avait une base extrêmement solide technologiquement, mais en termes de produits, on partait quasiment d'une feuille blanche. On savait où on voulait aller, mais on savait qu'il y avait beaucoup de potentiel, mais fallait vraiment à partir de là faire une stratégie produit, une stratégie réglementaire, une stratégie marché, etc. Donc ce côté un peu fou où tout est possible. Et pour moi, c'est la transformation en fait d'une techno en produit. C'est ça que je trouve extrêmement intéressant parce qu'une techno, en fait, ça sert à rien. C'est un enabler, quoi. C'est quelque chose qui permet mais on ne vend pas une techno. Euh, donc, euh, donc voilà, donc c'est cette idée-là. Et puis c'est le coup de foot que j'ai eu avec mes associés. Je le dis Ok. franchement,
C'était pas très raisonnable ce qu'on a fait en s'engageant à nouveau dans cette aventure. Comme je dis, peut-être qu'on essaye à nouveau de monter l'Everest en tongs, mais finalement, qu'est-ce que c'est beau quand on est ensemble et qu'on progresse et qu'on atteint un premier camp de base et qu'on se dit, bah, ok, maintenant, on a de quoi s'acheter un peu du matériel et, euh, et la route va être longue, va être difficile, mais, mais, Est-ce que mais, mais c'est la route qu'on a choisie. Est-ce que c'est aussi une décision que tu prends en famille? Ça, c'est pareil, question que j'ai pas posée régulièrement, mais ça doit bah, ça implique forcément des choix familiaux, des choix personnels. Est-ce que c'est des décisions que tu prends aussi en famille? Comment ça se passe? Clairement. Clairement, parce que c'est un engagement qui concerne beaucoup plus que enfin, en tant qu'entrepreneur, on peut pas juste dire, bah, on est entrepreneur de 9 à, de 9 heures du matin à 8 heures du soir. C'est quelque chose qui peut ronger, qui peut bouffer. Et j'ai la chance d'avoir mon épouse qui est extrêmement fort, enfin, à mes côtés, à la fois moralement et émotionnellement, mais aussi financièrement, D'accord. parce qu'elle a un bon job, elle est banquière, donc comme on dit, elle fait moi, je m'occupe des home runs et elle fait les hits de tous les jours qui permettent de faire tourner la marmite de la famille et de nos trois enfants et d'avoir une vie quand même agréable, et c'est important aussi d'avoir quand même un endroit où on puisse se ressourcer, parce que si on combine la difficulté de l'entrepreneuriat avec des difficultés financières au quotidien, là, ça devient très très dur et ça peut être Ouais. dramatique, hein. Enfin, faut pas se leurrer. Il y a beaucoup d'échecs dans l'entrepreneuriat, c'est inhérent, notamment dans l'entrepreneuriat en technologie de rupture. Et ben, il faut que l'homme ou la femme qui entreprend, qu'elle puisse vivre avec cet échec, mais qu'elle puisse le surpasser et ben, Ouais. pas que ça croule tout, quoi. Ouais, carrément. Donc ouais, donc il y a les bases solides et en plus de ça, elle peut t'aider sur les business plans pour les boîtes. On y Pour les arrive. banquiers. Oui, bah oui, forcément, elle t'aide du coup à aller séduire les banquiers pour aller chercher de l'argent derrière. Et la grosse question, on a fait durer un petit peu le suspense, mais j'aime bien aussi comme ça permet de bien comprendre un petit peu à qui on s'adresse, comment ça fonctionne, l'arrière-boutique. Est-ce que tu peux nous présenter Orixa, comment ça fonctionne? Et là, on est vraiment dans la technologie de rupture, donc ça va plaire à nos auditeurs. Alors, on développe une plateforme et une série de solutions sur une technologie de ventilation liquidienne qui va pour les soins critiques, les soins intensifs, la réanimation, qui va permettre de sauver des vies. Alors, la première application, c'est dans le syndrome post-arrêt cardiaque. Il faut savoir que si vous faites un arrêt cardiaque dans la rue ou chez vous, vous avez grosso modo une chance sur trois d'être réanimé par les pompiers ou par les urgentistes et d'être ramené cœur battant, vivant donc à l'hôpital. Mais que derrière ça, vous avez malheureusement qu'une chance sur trois de survivre une fois à l'hôpital. Et dans les D'accord. 2 tiers des cas, en fait, il y a une cascade inflammatoire qui se déclenche, qui est extrêmement puissante, extrêmement violente, au moment où le cœur redémarre. Et donc, c'est le syndrome post-arrêt cardiaque qui tue 2 patients sur 3 qui arrivent vivants à l'hôpital suite à un arrêt cardiaque. Donc, c'est plus de 150 000 morts par an en Europe et en Amérique du Nord. Et donc, avec notre solution qu'on appelle Vent to Cool, donc c'est de la ventilation liquidienne pour refroidir en quelques minutes le cœur, le cerveau, on protège les patients de cette cascade cytokinaire post-arrêt cardiaque et on leur donne une chance de survivre en bon état neurologique, évidemment. Le but, c'est d'avoir des survivants qui puissent reprendre une activité à plus ou moins long terme, enfin plus ou moins moyen terme, on va dire, mais une activité professionnelle ou une activité de loisir et pas être dans la dépendance. Donc voilà, c'est un vrai sujet un peu assez méconnu, en fait, à part évidemment des gens du domaine, des réanimateurs et des urgentistes, sur lequel il n'y a pas vraiment de solution satisfaisante aujourd'hui. Il n'y a pas eu vraiment de vraie innovation qui ait fait avancer le domaine depuis une quarantaine d'années. Et nous, on arrive avec quelque chose qui semble incroyable, mais qui Il va faut devenir ouais. vrai, qui est en fait, de faire respirer un liquide à des patients pendant 1 heure. Et ce liquide, il est thermorégulé, et ce liquide, en fait, on se sert des poumons comme échangeur thermique pour refroidir le sang en quelques minutes et le cerveau et le cœur en quelques minutes. L'intérêt de refroidir, c'est quoi? C'est de limiter la cascade inflammatoire? Comment?
Ouais, il y a un double mécanisme d'action. Le premier, c'est en fait, si on dit que cette cascade inflammatoire, c'est comme un tsunami, hein, un cytokine storm en anglais, donc c'est un tsunami cytokinaire. Et ben, se dire que là, on va, par le froid, on limite la production de certaines interleukines, on limite le relargage de certaines cytokines. Donc, en fait, la vague de ce tsunami va être plus basse. D'accord. Et de l'autre côté, la digue, donc c'est les défenses qu'on peut apporter, les défenses cellulaires, notamment parce que le froid réduit le métabolisme cellulaire, hein. On sait qu'un degré de moins, c'est à peu près 8 à 10% de métabolisme en moins. Donc là, on descend de 3-4 degrés, donc on réduit de façon significative le métabolisme. Donc on augmente du coup la digue et la protection pour les cellules neuronales et les cellules cardiaques. Donc l'idée, c'est qu'au lieu que le tsunami passe par-dessus la digue, et ben, qu'il reste sous la digue. Et donc on évite ce pronostic qui est aujourd'hui qui est assez effroyable. D'accord, et donc pour comprendre concrètement, donc parce que c'est vrai que ça c'est fou, du coup on met clairement du liquide dans les voies respiratoires et c'est ce liquide qui va faire, qui va permettre les échanges. Ça c'est un truc de fou. C'est quoi le liquide d'ailleurs qui est utilisé? Alors c'est un liquide respirable, donc c'est un liquide qui a une solubilité à l'oxygène qui est 40 fois plus grande que l'eau, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser de l'eau, parce que l'eau n'est pas un assez bon oxygène carrier, un transporteur d'oxygène. D'accord. Et donc ce sont des longues chaînes de perfluorocarbone sur lesquelles viennent se greffer les molécules d'oxygène, d'O2, en fait, qu'on vient apporter dans la machine, hein. On a un oxygénateur dans la machine. Et donc, ces molécules apportent l'oxygène et récupèrent le CO2. Donc, dans la machine, on a toute une technologie qui est brevetée pour éliminer le CO2, recharger le liquide en oxygène, remettre le liquide à bonne température, parce que le liquide apporte du froid et retire du chaud, évidemment aussi, il y a des kilojoules, évidemment, un nombre important de kilojoules à extraire du corps du patient pour le mettre à 32-33 degrés. Et, euh, et donc, pendant qu'il y a un batch de liquide neuf, enfin frais, qui est dans les poumons, ben le batch de liquide qui a été réchauffé par les poumons, lui, il est traité par la machine et remis frais et réoxygéné. D'accord, et donc oui, parce qu'il y a aussi ce système-là, c'est que les poumons ne sont pas capables eux-mêmes de faire circuler ce liquide, donc du coup il y a besoin de la pompe pour faire circuler tout ça? Absolument, absolument. Les patients sont dans le coma et de toute façon, le liquide est 2 fois plus lourd que l'eau, donc OK. on ne pourrait pas naturellement, spontanément l'expulser. Ou alors on se pète les côtes. Il y a eu des expérimentations qui ont été faites euh, au niveau des Marines américains et des Marines soviétiques dans les années 90. D'accord. Et en fait, on se pète les côtes. C'est un liquide qui est 2 fois plus lourd que l'eau. Donc, je sais pas, pour les amateurs de cinéma de James Cameron, il y a le film The Abyss, où on voit cette ventilation liquidienne, mais bon, c'est de la science-fiction parce qu'on a l'impression que Ed Harris, le héros, peut respirer ce liquide dans son scaphandre. C'est pas vrai. Par contre, le passage où il trempe une souris dans ce liquide et la souris arrive à respirer le liquide oxygéné et à pas mourir, ça c'est vrai. C'est-à-dire que ces liquides respirables existaient dès les années 90. Par contre, il n'y avait pas la technologie pour faire en sorte qu'on puisse les réguler la ventilation et la respiration du patient de façon comment dire, sécuritaire, contrôlée et efficace. D'accord, donc vous, la solution thérapeutique, elle est pas tant dans le produit qui est utilisé, mais plutôt sur la machine qui permet de refroidir, réoxygéner, faire circuler et cetera? Ouais, le liquide est dans le domaine public. Là, on a D'accord. notre brevet, c'est sur la machine. Après, on développe tout un savoir-faire autour de ce liquide pour le purifier, pour le mettre en grade médical, pour qu'il réponde évidemment à toutes les normes, réglementations actuelles et également le recycler. Donc, D'accord. voilà, il y a tout un axe de développement qu'on fait là-dessus, mais c'est pas couvert par du brevet, ça, c'est plutôt couvert par du savoir-faire. Et d'où vient le début de l'idée? Qui a lancé le projet? Parce que du coup, qui a pensé du coup à construire cette boîte, chez vous dans votre équipe? Cette boîte, cette machine, excuse-moi. Ouais, ouais, non, non, mais le projet, c'est lors d'un congrès en 2009, pour la petite histoire, où Renaud Tissier, qui est pharmacologue, qui est directeur scientifique de l'école vétérinaire d'Alfort, qui travaille sur justement toutes ces problématiques de cascade cytokinaire suite au redémarrage du cœur, d'ischémie reperfusion, et qui connaissait les vertus thérapeutiques de l'hypothermie, a rencontré Philippe Michaud, qui était basé à l'université de Sherbrooke, qui avait monté un laboratoire inolivant à l'université de Sherbrooke
pour développer la ventilation liquidienne. Et Philippe était à l'époque dans l'idée plutôt de faire ça pour les nouveau-nés. On sait bien que pour les grands prématurés, la ventilation traditionnelle gazeuse bon, permet aux nouveaux prématurés de respirer, mais c'est aussi c'est un phénomène, c'est très irritant pour les alvéoles pulmonaires. Et donc, le fait d'envoyer un liquide, ça met le poumon au repos. Et Renaud a dit, bon, ben, c'est très bien, enfin, voilà, très bien cet axe de développement, mais moi, je pense qu'on peut faire quelque chose pour les adultes suite à un arrêt cardiaque, parce que ce liquide, finalement, il permet d'oxygéner, mais on pourrait facilement le thermoréguler. D'accord. Donc, ils ont commencé à réfléchir là-dessus avec Philippe en disant, ben, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ta machine, non seulement avec ton liquide, ce soit l'oxygène, mais qu'il puisse refroidir aussi. Et donc ça date de 2009. Puis après, il y a une longue histoire avec de collaboration transatlantique entre Sherbrooke et Paris-Est, avec l'école vétérinaire d'Alfort, l'Institut Mondor, l'INSERM, la Saint-Erganeo qui a mis pas mal d'argent en académique pour créer les premières machines et faire les premières preuves de concept. Et puis, ça donnait lieu à la création d'Orixa en fin 2018. D'accord, et toi, que justement, comment tu les as rencontrés? Comment tu es rentré dans l'aventure? Bah, écoute, c'est par un venture capitaliste, une venture capitaliste, qui suivait le projet et que je connaissais et que je connais toujours d'ailleurs, que je salue, elle se reconnaîtra, et qui nous a mis en relation en octobre 2018. Et tu t'es Très dit: «Let's rapidement. go, c'est une bonne idée, il faut y aller». Comment Ouais, je cherchais plutôt quelque chose d'être plutôt sur une société un peu plus mature, qui ait déjà levé des fonds, mais j'ai OK, trouvé le projet tellement flou et l'équipe tellement séduisante, pas dans le sens séduisante bling bling, mais ouais. séduisante par son approche extrêmement rationnelle, extrêmement lucide, et notamment le fait de se dire bon ben voilà, nous on apporte notre savoir-faire technologique, académique, clinique, etc. Mais on a besoin aussi d'avoir quelqu'un qui prenne les rênes d'un point de vue business. Donc voilà, c'était déjà très clair dans leur tête ce qu'ils attendaient d'un DG. Donc voilà, ça m'a séduit. OK, et quels sont les plus gros défis auxquels vous faites face? Ou peut-être que tu anticipes? Le plus gros défi, je veux dire, c'est le même que celui qu'on a rencontré chez Narval et que ce qu'on a rencontré chez Celip, c'est convaincre des investisseurs. D'accord, Pour moi, c'est vraiment le plus gros défi. et vous en êtes où On, à propos de ça d'ailleurs? Au eh ben, niveau de on a la chance d'avoir des investisseurs qui ont cru en projet et à qui on a levé 2 millions d'euros l'été dernier, d'accord, qui sont des industriels, qui sont des business angels, qui sont des family office. Et là, maintenant, il faut qu'on se projette vers un nouveau tour alors, d'un deuxième tour d'ici la fin de l'année pour aller jusqu'au bout des premiers essais cliniques. d'accord, Et puis surtout à horizon 2024, suite aux résultats sur les premiers patients, de convaincre des fonds de venture capital. Et c'est compliqué quand on rentre pas quand on a une solution complexe comme la nôtre, hein, mmh, faut être honnête, c'est pas simple, et qu'on rentre pas dans certaines cases habituelles. Mais bon, finalement, l'innovation de rupture, c'est ça aussi, c'est que c'est pas incrémental, donc il n'y a pas forcément de comparables ou de choses similaires à laquelle les investisseurs peuvent se rattacher en disant bah, tiens, je vais ouais. faire un karma de bis, ou je vais faire un. Bon, karma, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais voilà, je vais faire une culbute sur voilà. Donc Est-ce c'est compliqué. qu'il y a de la concurrence ou pas justement sur le secteur de la respiration liquidienne? Non, non, aujourd'hui, on est un peu enfin, mes associés ont un peu été les seuls à y croire. OK, Il y a eu un engouement pour le potentiel de cette techno, mais qui était abordé de façon très différente, parce que voilà, fin des années 90, début des années 2000, il y a une société qui avait beaucoup d'argent au Nasdaq et qui a fait faillite parce qu'ils enfin, ils savaient pas justement la technologie qu'on a de réguler comment on pousse, on aspire le liquide, etc. Donc ils ont voulu faire un peu les choses à la va-vite, et ça s'est mal terminé pour ça. Enfin, il y a eu des pneumothorax, il y a des choses, des effets secondaires sévères qui ont fait que la FDA a arrêté leur étude clinique, et du coup la société a déposé le bilan d'accord. en début des années 2000. Et Philippe Michaud, lui, en fait, finalement,
comme on dit, hein, on apprend toujours plus des échecs que des réussites. Alors, c'était pas son échec à lui, c'était l'échec d'autres. Mais lui, il a dit, mais il a voulu comprendre qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi ça s'était mal fini, alors que fondamentalement, c'est une très belle technologie. Et donc, il s'est rendu compte qu'il fallait passer de la ventilation liquide partielle, ce qu'avait fait Alliance Pharmaceutical dans les années 90 et début des années 2000, à la ventilation liquide totale, avec une technologie et des machines avec de la mécatronique et des algorithmes qui permettent de vraiment gérer les volumes, d'avoir des pompes qui permettent de pousser et d'aspirer le liquide toutes les 10 secondes, etc. Et ça a été un long chemin, mais voilà, on est arrivé au camp de base. Et c'est quand le... Oh d'accord, ouais, vous êtes arrivé au camp de base, là, vous avez fait toute la randonnée, maintenant là, il va falloir attaquer l'ascension finale. Et justement, l'ascension finale, le sommet, il est envisagé pour quand? Euh, Aujourd'hui, sur Vent2Cool, donc notre solution pour l'arrêt cardiaque, on envisage qu'à horizon 2027-2028, on aura fait la preuve de sa supériorité et du fait qu'on peut sauver des dizaines de milliers de vies par an en déployant cette solution dans les centres qui prennent en charge l'arrêt cardiaque. Ce n'est pas tous les hôpitaux, évidemment, c'est très centralisé comme prise en charge. C'est horizon 2027-2028 avec la fin de l'étude de supériorité, puis l'inclusion dans les guidelines de prise en charge de l'arrêt cardiaque. Et puis on a d'autres solutions basées sur cette techno de ventilation liquidienne, notamment un produit qui s'appellera Vent2Breeze, qui sera une alternative à la ventilation gazeuse pour justement, notamment pour les patients qui sont en détresse respiratoire aiguë et qui ont une inflammation pulmonaire sévère, typiquement les patients Covid, D'accord. où là on sait que la ventilation mécanique a un phénomène quand même assez pro-inflammatoire. Et on sait que le liquide va plutôt mettre les cellules pulmonaires et les alvéoles au repos. Donc on pense qu'il y a pour ces patients-là, et c'est pas que nous, hein, c'est des leaders d'opinion avec qui on travaille, pensent peut y avoir un vrai bénéfice de la ventilation liquidienne pour ces patients-là également. D'accord, ok, très très clair. Et là, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, si tu avais 50 millions pour développer Orixa, qu'est-ce que tu ferais? Ben, on ferait grosso modo la même chose, mais on irait plus vite. Ok. Je pose toujours cette Ah ouais. question-là, on répond toujours ça. Non, mais là, enfin, je veux dire, c'est clair enfin, après, il y a certains délais qui sont incompressibles. C'est-à-dire que les études cliniques, ben, tu peux mettre 10 millions sur la table, c'est pas pour ça que tu recrutes forcément Ouais. euh, beaucoup plus rapidement, parce que voilà, il y a certains délais qui sont incompressibles. Non, je pense que l'intérêt de lever plus, c'est de pouvoir accélérer sur Vent2Breeze, c'est de pouvoir potentiellement développer une solution mobile de Vent2Cool, donc Vent2Cool est en intra-hospitalier, c'est dans les services de réa, dans les cath labs. On a des réflexions sur compacter, redimensionner la machine pour qu'elle puisse être mise dans un camion Intervention, ouais. de SAMU. Voilà. Donc voilà, il y a des choses qu'on pourrait faire en plus. Euh, euh, mais donc voilà, Ouais, ça serait quand d'aller plus on a vite, une ok. techno comme la nôtre, je dirais, c'est pas les idées qui manquent. Oui, c'est toujours ça, c'est de faire le tri dans les idées et de réussir à garder le cap. Deux, trois petites questions sur l'écosystème maintenant, parce que vu que tu as quand même eu pas mal d'expérience déjà dans le domaine de la santé, donc tu vas avoir un recul, je pense, très pertinent sur ces questions-là. Euh, Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans l'évolution de l'écosystème santé depuis que tu as commencé à entreprendre dans ce milieu-là? Écoute, ça fait bientôt 20 ans. J'en suis pas forcément fier, mais Bah si, 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 il faut. non, enfin, il y a une vraie, il y a à la fois alors, il y a un changement culturel déjà vis-à-vis des startups et des entrepreneurs, et ça c'est fondamental de la part du public, mais aussi de la part des professionnels de santé. On n'est plus du tout vu de la même façon aujourd'hui quand on démarre avec une startup et qu'on frappe à la porte d'un médecin, d'un dentiste ou d'un responsable hospitalier. C'est clair. Il y a tout un écosystème par les pôles de compétitivité. Voilà, moi, j'étais administrateur de Lyon Biopôle. Je participe maintenant à Médicène aussi, qui permet de s'orienter. Il y a voilà,
des structures qui font des prêts d'honneur comme Wilco en région parisienne, dont on a profité et je les en remercie. Enfin, il y a des incubateurs. Donc, je crois que c'est quand même beaucoup plus facile. Et heureusement, parce que c'est tellement dur d'être entrepreneur. Donc, il y a des choses qui sont beaucoup plus, qui se sont développées. Bon, avant, il y avait que iLab. Maintenant, il y a iLab et iNov au niveau de la BPI. Donc, il fait la transition de iLab sur iNov. Il y a tout ce qui se passe au niveau de l'Europe. Donc, il y a des subventions, il y a de l'accompagnement humain, etc. Donc ça, il y a de l'argent non dilutif qu'on peut trouver assez facilement si on a un bon projet. Donc ça, c'est très chouette. Après, la seule chose qu'il faut faire attention en tant qu'entrepreneur, c'est faut savoir filtrer tout ça et potentiellement, alors moi je suis aussi un peu, j'ai une casquette un peu de mentor, notamment via le M Lyon sur Ok. des jeunes entrepreneurs. Ce que je leur dis, c'est euh, attention, il y a deux risques à ça. Le premier risque, c'est de devenir chasseur de primes. Parce qu'il y Oui. a plein de trucs, des 10 000 euros par-ci par la région, des 15 000 euros par je sais pas trop quoi, enfin, bon, par le syndicat, enfin bon, bref. Donc, en fait, c'est de perdre son temps à remplir des dossiers, parce que c'est pas ça qui fait avancer le projet. Et l'autre risque, c'est il y a une profusion finalement de mentors, de coachs, enfin ils appellent ça dans tous les termes qu'on peut à la mode qu'il peut y avoir, et de faire attention de bien avec son équipe rester focalisé sur le projet et prendre des décisions pour soi. Et le risque, c'est d'être d'accord avec le dernier qui parle, quoi. Ouais. Et ça, c'est vraiment un. Pour ça, je vais conseiller, si tu as des étudiants, de venir écouter le podcast. Comme ça, du coup, ils ont toute une panoplie de mentors. Là, il y a bientôt 50 épisodes, donc ils auront du recul. Petite autopromotion. Non, mais c'est clair. Et je pense que finalement, bon, après, dans l'entrepreneuriat, entre le succès et la réussite, il y a le facteur chance qui Ouais. joue de façon énorme, hein. Je veux dire, moi, je l'ai vu avec Narval qui a réussi, avec Célips qui s'est planté. Bon, ben, il y a eu des moments comme ça où ça n'a pas pris. On ne sait pas très bien pourquoi, ou d'autres moments où ça s'accélère, ça prend, puis finalement, les portes s'ouvrent. Orixa, on verra bien. Pour l'instant, les portes s'ouvrent, donc c'est cool, mais ça reste fragile, faut être honnête. Donc, mais au-delà de ça, au-delà de ce facteur de chance qu'on, par définition, on ne peut pas contrôler, mais on la provoque aussi quand même un peu la chance, Ouais. en ayant une vraie vision et une vraie cohérence dans son projet, quoi. Et si on est d'accord, enfin, si on se laisse Mal amener à guidé, ouais. droite à gauche en permanence, soit par des conseils, soit par aller chercher des bourses, c'est-à-dire, bah, tiens, pour répondre à telle bourse ou pour faire plaisir à tel investisseur, je vais lui développer un business plan qui lui va bien, ou je vais m'orienter dans telle direction. Pour moi, je pense que là, on est sûr de se planter, quoi. Ok, très très clair. Je partage ta vision. Et une petite dernière question, justement, toujours sur l'écosystème. Voilà, comment tu le vois dans 10 ans? Comment tu vois cet écosystème dans 10 ans? Je pense qu'il y a une chose vraiment importante. Enfin, je suis très optimiste. Franchement, je suis extrêmement optimiste par rapport à la dynamique qui est enclenchée. Notamment, il y a un point que je n'ai pas abordé, mais qui me paraît fondamental, c'est que on arrive à une génération d'entrepreneurs qui ont déjà réussi, qui réinvestissent, qui se transforment un peu en business angels ou en advisor, enfin voilà, qui prennent soin des startups, enfin des générations suivantes. Je le vois par exemple par l'intermédiaire de 50 Partners. Donc, moi, j'ai rejoint 50 Partners Santé parce qu'avant, ils n'étaient pas santé, ils étaient tech et clean tech, mais là, ils ont lancé 50 Partners Santé. Donc, il y a bon, mais c'est un exemple parmi d'autres, hein. Il y a plein d'autres. Il y a des clubs de business angels. Moi, j'ai monté un club de business angels sur Lyon, etc. Il y a Angel Santé sur Paris. Bref, il y a des gens qui finalement, et ça, je dirais, pour des jeunes entrepreneurs, c'est génial. Enfin, moi, Ouais. j'aurais aimé avoir ça en 2004. Il y en a qui ont déjà fait le parcours et donc ils Euh, peuvent spoiler un petit peu les étapes, mais aussi éviter les erreurs, quoi. Voilà, voilà. Je pense que quand même, et on voit pourquoi l'écosystème de Boston ou de la Silicon Ouais. Valley fonctionne si bien, l'écosystème tech aussi français, c'est que finalement dans la tech, les cycles sont plus rapides. Donc plus rapidement, ils sont arrivés à des entrepreneurs qui ont réinvesti dans des boîtes de tech. Bon, l'exemple de Criteo, enfin, il y en a plein, hein, qui ont fait une première expérience, puis derrière, ils repartent à l'aventure. Et puis, Criteo, c'est devenu aussi Lifen avec Frank Leway. voilà, il y a plein de. Voilà, je n'ai pas tous les exemples en tête, mais tu en connais plus que moi.
Mais oui, carrément, c'est vrai que OK, d'accord, ouais, donc dans 10 ans, finalement, ce cycle, il aura encore avancé, donc il y aura encore plus de mentors, donc on sera capable d'aller encore plus vite et finalement, est-ce qu'on aura réussi à rattraper notre retard par rapport aux États-Unis ou par rapport à d'autres pays peut-être, européens comme le Rattraper, Royaume-Uni? je sais pas, je suis pas sûr qu'il faille toujours se comparer. OK. Comparaison, c'est l'école du malheur, donc C'est joliment dit, c'est très joliment dit. mais en tout cas, avoir cette dynamique et cette boule de neige, entretenir cette boule de neige, qui commence à vraiment bien prendre et je vois quand même, voilà, ce qui me rend optimiste, c'est je vois beaucoup de générosité dans l'écosystème. Ouais, c'est vrai. J'en vois aussi, bah, moi je le vois sur le podcast, les personnes avec qui j'échange, déjà, je suis toujours, surpris, bah, de la rapidité avec laquelle elles répondent présent et même quand j'ai commencé avec ma thèse, c'est pareil, les personnes, elles étaient là directement, tu leur envoies un message sur LinkedIn, elles te répondent «oui» alors qu'elles ont peut-être bien d'autres choses à faire et je trouve ça vraiment très, très, très cool. Je sais pas si c'est pareil dans d'autres écosystèmes, mais on peut dire qu'on a de la chance en santé. Mmh. Et pour finir, allez, deux questions sur, plutôt sur, du coup, sur des un petit peu des conseils sur, retour d'expérience. Qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier avec, qu'est-ce qui te rend le plus fier avec Orixa pour l'instant? Mmh, bonne question. Heu, je crois que c'est le fait qu'on avance vite et bien en étant pleinement dans nos valeurs, et nos valeurs, elles tournent autour de elles sont 3, hein, il y a 3 valeurs mais on les vit vraiment. C'est pas quelque chose enfin, on n'a pas fait des kakémonos avec nos valeurs, on n'a pas mais on les vit vraiment et ces 3 valeurs, c'est l'excellence scientifique, donc je pense qu'on fait aucun, voilà, Aucune on concession prend pas là-dessus, de ouais. risque par Ouais. rapport à ça. C'est le bénéfice clinique, donc on est vraiment focalisé de se dire, voilà, on fait ça pour les patients, pour les personnels de santé, pour les aider à sauver des vies de patients, à sauver des vies en bonne santé, voilà et le 3e, c'est la transparence, opérationnelle et je dirais ça c'est une discipline, que je m'impose, que j'impose à tout le monde, mais principalement à moi parce que on est une toute petite équipe opérationnelle. On est 5 personnes vraiment au niveau opérationnel et finalement, j'impose aussi à mes partenaires industriels, il y a que comme ça qu'on peut avancer finalement. Si on n'est pas transparent, si on se dit pas les choses, si on n'est pas réactif dès qu'il y a un problème, on perd du temps et on se plante. OK. Très, très clair, très, très clair. Est-ce qu'il y a un domaine sur lequel tu es en train de monter en compétences aujourd'hui pour continuer à accompagner le développement de Orixa? Alors, ouais, ouais, je me forme, je me suis formé intensivement en 2019-2020. Je continue à me former une fois par mois, en tant que coach et donc sur mon développement personnel pour accompagner mon équipe, mais aussi, m'accompagner moi-même, si je peux dire. Donc oui, oui, je suis en permanence en formation. Là, pour te donner un exemple, vendredi dernier, j'étais dans mon groupe de supervision et on a fait tout un travail sur voilà, les microdeuils ou les pertes, les pertes, voilà, des choses qu'on doit arrêter et passer à autre chose parce qu'il ne faut pas traîner, il faut prendre des décisions. Le rôle de l'entrepreneur, c'est de savoir dire non. Et dire non, c'est renoncer, enfin, c'est prioriser, donc dire non, renoncer. Il faut que renoncer à certaines choses, on se dit: «Ah tiens, mais quand même, si je faisais ça, ce serait peut-être pas plus mal, peut-être que finalement ça m'ouvrirait d'autres opportunités». Bah, faut être OK avec ça et passer à l'objectif suivant ou à la priorité suivante. Donc ce travail sur les micro-pertes, les micro-deuils, c'est quelque chose qui se travaille, quoi. OK et dans la suite de cette question, la dernière question, du podcast, on l'attend tout le temps, c'est très classique, dans les podcasts un petit peu entrepreneuriaux. Quel est ton conseil ultime pour les auditeurs qui nous écoutent et qui veulent entreprendre dans la santé ou qui entreprennent déjà dans la santé? Hem, c'est une phrase que m'a donnée mon premier investisseur qui nous a fait confiance, chez Narval. Donc on va dire le premier investisseur qui m'a fait confiance indirectement, même s'il n'y avait pas que moi, hein, on était 3.
Michel Demont, et qui me disait les bonnes idées, il y en a plein le dictionnaire. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Enfin, en tout cas, comment je l'ai interprété? Mais bon, j'en ai discuté avec lui, donc je sais que c'est comme ça qu'il finalement, une idée, ça vaut rien. Ouais. Faut en parler, faut pas avoir peur d'en parler. Alors, faut pas être tétanisé par dire, oh, si j'en parle, il va me piquer mon idée, etc. Non. Ce qui vaut quelque chose, c'est une, euh, une techno qu'on peut breveter. Alors évidemment, si tu n'as pas encore breveté ta techno, faut prendre des précautions. C'est un plan d'action. Voilà, c'est des avancées réglementaires, c'est des levées de fonds, etc. Mais une idée, ça vaut rien. Donc autant la partager, autant avoir des retours pour soit l'enrichir, soit se rendre compte que finalement, d'autres y ont déjà pensé. Et donc, est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans l'aventure ou tout seul, ou est-ce qu'il faut s'associer avec ceux qui ont aussi déjà pensé être plus forts ensemble? Donc voilà, donc pour moi c'est ça. C'est pour ceux qui démarrent, hein, qui se posent la question, est-ce que j'ai l'âme d'un entrepreneur? Est-ce que je suis fait pour ça? J'ai une super idée, voilà, c'est l'idée du siècle, etc. Et ben voilà, mon conseil c'est vraiment parlez-en autour de vous le plus possible. Il peut rien vous arriver de mal. OK, bah, on va retenir ça. Merci pour ce conseil et merci beaucoup, Fabrice pour tout cet épisode. On a tenu quand même longtemps, 56 minutes. Merci à toi et bravo pour ce que tu fais avec Orissa. Donc on va suivre les étapes, les prochaines étapes, les étapes réglementaires, les prochains tests avec grande attention et puis, on espère, je pense que je reviendrai t'interviewer soit en 2024, soit en 2026, soit en 2028 ou les 3 pour suivre un petit peu, pour mettre des jalons à chaque étape de l'entreprise. Donc encore une fois, grand merci et puis à très bientôt. Ben, merci à toi, Mariadec, pour cet échange. J'ai pas vu le temps passer, donc j'espère que pour les auditeurs aussi, c'était pas trop long. Je m'en fais pas de soucis. À très bientôt. À bientôt, merci.